Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Cain sur Internet et Clara Benjamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi, aujourd'hui, Loïc Fouquet, bonjour. Hello Clara. Loïc a été avocat pendant un certain temps dans un cabinet parisien très prestigieux en droit de la propriété intellectuelle et pas mal en droit de la musique, et il est aujourd'hui batteur dans des groupes de rock. Avec nous également, Raphaël Yotier, salut. Salut Clara. Et Raphaël est avocat en contentieux du numérique à Paris. Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour, qui est « Est-ce que j'ai le droit de manger mon chat ?» Mon Dieu. Tu vois, de plus en plus loin dans les sujets, car cette semaine, chat dans la gorge et chat perché, chapardage et tcha-tcha-tcha, trêve de bavardage et d'entre-chats, nos amis les bêtes, comment vont leurs droits ? Et oui, car derrière ce titre délicat, il est l'heure d'aborder ensemble le statut de Médor et de Fifi dans la loi française. Et pour commencer, en droit français, l'animal, et ne sautez pas tout de suite de votre chaise, l'animal est ce qu'on appelle un bien meuble. Mais donc, qu'est-ce que c'est un bien meuble ? Eh ben, on va l'expliquer et on va repartir à la base. Il y a d'abord, en droit français, une distinction entre le sujet de droit et l'objet de droit. Toi, Clara, Binge Audio, vous êtes des sujets de droit, parce que vous êtes des personnes. Toi, tu es une personne physique, tu as tes bras, tes jambes. Des organes. Tu vis, tu respires. Et Binge Audio n'a pas tout ça, mais Binge Audio a aussi des droits et des obligations. Parce que Binge Audio est une personne morale. Morale, ce coup-ci, exactement. Et vous, personne physique, personne morale, vous êtes des sujets de droit. Mais face aux sujets de droit, à l'inverse, il y a des objets. Des objets de droit. Donc du coup, attends, ça commence très très mal. Là, on dit que l'animal est un meuble et que c'est un objet. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire ? Ce qu'on va dire, c'est que l'animal est un objet, in fine, si on veut, mais un objet de droit, en tout cas au départ, et un meuble, parce que en droit français, il y a soit des meubles, soit des immeubles. Et qu'en l'occurrence, ton chat, eh ben, il court et il est mobile. Donc il n'est pas immeuble. C'est ça, exactement. Donc c'est un meuble. Mais est-ce que c'est un meuble au même sens qu'un tabouret ? Et c'est un meuble au même sens qu'un tabouret dans l'approche qu'a le droit ab initio sur la question de l'objet de droit ou du sujet de droit, mais ab c'est initio, un être... Je vais le laisser passer, mais vas-y, continue. Donc l'approche ab initio. L'approche... Ce sera le nom de la saison 2 du podcast, ab initio. On fera... Non, il n'y avait pas assez... On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout assez de latin. On n'en pouvait plus, on n'avait qu'une seule envie, c'était de faire du latin. Ça arrive. J'en ai 3 magnifiques qui arrivent. Ça va être beau. Bon, donc c'est un meuble, effectivement, l'animal est un meuble. Par opposition à un immeuble. Par opposition à un immeuble, mais c'est surtout un être vivant. Parmi ces meubles, c'est un être vivant qui doit de sensibilité. Il n'a pas la personnalité juridique, on l'a vu, mais en revanche, le code, que ce soit le code rural ou le code civil... Alors le code, en fait, c'est, pour faire très simple, c'est un livre qui regroupe les textes de loi par sujet. Non mais tu vois, il dit code, tu dis pas... Tout le monde regarde consterné. Disons que c'est vrai, c'est important de dire qu'il n'y a pas que le code civil et le code pénal, il y a des codes un peu spécifiques, et notamment le code rural et de la pêche maritime, me semble-t-il, pour son nom complet. Tout à fait. Et on en a plein d'autres, des très marrants, mais ça va du code du tourisme... Il y a le code du cinéma, mon petit préféré. Voilà. Code de la propriété intellectuelle. Code de la propriété intellectuelle, le nôtre, code des données personnelles, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet, entre l'année dernière ou cette année, je ne sais plus exactement, mais il y a eu un code de l'animal qui est sorti. Ah oui, c'est vrai ? Et oui. Comme ça tombe bien. On a un code de l'animal. Et donc, du coup, dans le code rural, l'animal est abordé. Alors, dans le code du rural, l'animal est abordé. Il l'était déjà depuis un certain temps. L'animal domestique avait été d'abord visé en tant qu'être sensible. Et maintenant, depuis 2000, l'article L214 vise tous les animaux qui sont des êtres sensibles. Enfin, qui les déclare comme étant des êtres sensibles. Et le code civil depuis 2015. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ces articles exactement ? Alors, le code rural nous dit que tout animal étant un être sensible doit être
placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. D'accord, donc ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre un cheval dans un aquarium. Par exemple. Par exemple, ou un poisson dans de la paille. C'est pas bien, c'est pas gentil. Au moins, ça sera pas long. Concrètement, un poney dans ton petit appartement parisien de 35 mètres carrés. Ça, c'est pour le code rural. Et pour le code civil, un des articles du code civil précise que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. D'accord, et ça c'est plutôt récent en fait dans le code. Et ça c'est récent, ça date de 2015. D'ailleurs pour faire cette petite présentation, je me suis beaucoup appuyé sur un article d'un blogueur qui s'appelle Maître Eolas, qui est Notre avocat, superstar. Que l'on salue. Salut. qui a fait un article sur le sujet et qui en fait a expliqué au moment où l'article du Code civil est sorti. Donc en 2015, quand on fait entrer dans la loi cet article du Code civil qui parle des animaux et qui parle de leur sensibilité, à ce moment-là, Maître Eolas a fait un super article et qui dit en substance... Et qui décrit en substance ce que je viens de décrire sur le régime des biens appliqué aux animaux et sur le fait que les animaux sont, en droit français, des biens. D'accord, donc pour l'instant, en fait, le droit français commence un peu à mettre ses patounes dans le droit des animaux et à leur créer des dispositions spéciales, et notamment reconnaît qu'ils sont certes encore des biens meubles, mais des biens meubles dotés de sensibilité, donc on ne peut pas les traiter comme une chaise. Ouais, exactement. On ne peut pas les traiter comme une chaise et ils sont du coup grévés de certains droits. En tout cas, il y a certaines attitudes qu'on ne peut pas avoir à l'égard des animaux, qu'on verra dans un deuxième temps. Mais il y a, en tout état de cause, des catégories d'animaux. D'accord. Il y a des animaux qui sont des animaux domestiques, le chat par exemple, mais il y a toute une liste. Il y a un arrêté d'août 2006 qui fait une liste exhaustive des animaux qui peuvent être considérés comme domestiques. Donc des animaux que tu as le droit d'avoir chez toi. Que tu as le droit d'avoir chez toi, exactement. Sachant que tu peux aussi avoir des animaux sauvages chez toi, mais que là, dans ce cadre précis, il faudra, enfin des animaux non domestiques, mais dans ce cadre précis, il faudra que tu remplisses certaines conditions, que tu aies certains agréments pour pouvoir les avoir et les élever. Donc si je veux avoir un lionceau chez moi, il faut que je fasse une demande. Oui, même plus que ça, t'auras... c'est pas simplement déclaratif, là, pour le coup. Parce que là, c'est très dangereux, certes. Parce que là, c'est assez dangereux, c'est assez compliqué. Et puis, il y a aussi toute la question du bien-être animal. Parce que l'article de L214, celui qu'on a cité tout à l'heure, du Code rural, il précise bien que l'animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et mon studio parisien, le lionceau, ça va être un peu compliqué. Oui. Oui. Normalement, oui. Après, faut voir si c'est un studio qui est plutôt un très très grand studio. Tu vois, si tu as une pièce ouverte qui fait environ, je sais pas, mettons 2-3 km². Bah, le problème, c'est s'il faut le sortir en laisse, c'est un peu compliqué, quoi. À moins que tu habites à Mais côté quel du parc panache. Montsouris ou je sais pas. Montsouris. Oui, je l'aime bien celui-là. Okay, oui, mais c'est habile, c'est bien joué. Voilà, Ouais. le lion, la souris, tout ça. Ce matin, on est bon. Oh là là. Donc, on a une liste des animaux domestiques. Ensuite, il y a les animaux sauvages. Et on a des animaux d'élevage qui vont être, en réalité, quand tu as un animal, tu l'élèves. Mais tu vas, pour élever des animaux, avoir des animaux d'élevage que tu vas pouvoir destiner à la consommation. Alors après, si tu as un élevage et que tu destines les animaux que tu élèves à être consommés, tu vas avoir une énorme série de règles à respecter. C'est évident, c'est des séries qui vont des séries d'élevage, des règles d'élevage même, au moment où l'animal est né, au moment où l'animal mange, au moment où l'animal dort, au moment où l'animal va pouvoir galoper, dans quelles conditions, à quel endroit, etc., s'il galope. Et tu vas avoir aussi les conditions d'abattage, les conditions de stockage, etc., qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, je vais dire tout de suite que nous n'allons pas aborder le cas des conditions d'élevage des animaux et le cas des abattoirs, etc. Ça fait partie des choses qu'on a évoquées, nous, quand on a préparé l'émission. Et en fait, on s'est dit que c'était un sujet extrêmement vaste et extrêmement important. Donc, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Et on a bien conscience que c'est un sujet qu'on écarte. Voilà.
Donc c'est pas un oubli. Aujourd'hui, on ne parle pas des conditions d'élevage des animaux. On parle juste du fait que ça existe, qu'il y a des dispositions légales qui encadrent l'élevage des animaux dans un but de consommation. Bref, est-ce qu'on est prêt à passer au régime de propriété des animaux ? Mais je pense que oui. Je crois qu'on est prêt à y passer, d'accord. Et donc, comme on l'a dit, l'animal est un bien meuble. Donc, c'est l'article 515-14 du Code civil. Je vais le relire un petit coup. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Donc, un animal est un bien. Et sur un bien, il y a de la propriété. Absolument. Comment ça marche ? Tout simplement, le droit de propriété, c'est le même qu'on a sur une chaise ou un tabouret, comme on se disait. Et surtout, le droit de propriété est défini par le Code civil, lui aussi. Alors déjà, on peut noter que l'article qui définit les animaux comme des êtres sensibles des êtres vivants doués de sensibilité, il se situe dans le livre 2 qui est consacré aux biens et aux différentes modifications de la propriété. Donc ça confirme encore qu'on est, qu'on est face avec un animal à un bien, un meuble, enfin un bien en tout cas. Donc ce texte de loi qui dit que les animaux sont doués de sensibilité est dans la partie de la loi qui traite de la propriété et de la façon dont on modifie la propriété, donc la vente. Donc on peut difficilement contester qu'un animal est soumis au droit de propriété. Alors le droit de propriété, c'est quoi ? L'article 544 du Code civil le définit comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc ça si on le lit en parallèle avec l'article 515-14, on a le droit de disposer de son animal, mais dans les limites. Pas n'importe comment. Voilà, dans les limites des règles qui les protègent. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode sur la destruction des œuvres d'art où nous avions déjà parlé de la propriété. Donc, la propriété, c'est plein de trucs. C'est quoi ? Alors, la propriété, oui, parce qu'on parle de propriété sur un animal, mais ça couvre quoi précisément. Donc là, on va être un peu technique parce que les mots sont rigolos et en latin, et surtout, ça fait smart en dîner de famille. Là, c'est Noël bientôt. On ne sait pas trop ce que vous allez manger. On ne vous souhaite pas de manger du chat, justement. Mais vous pourrez vous la péter en expliquant que la propriété, c'est trois choses. C'est l'usus, le fructus et l'abusus. Donc l'usus, c'est le droit d'user de la chose. Le fructus, c'est le droit d'en tirer des bénéfices. Et l'abusus, c'est le droit d'en disposer, donc de s'en séparer ou de le détruire. Et alors, comment ça s'applique à un chaton ? Concrètement, un animal, il est soumis à son propriétaire. Il peut faire l'objet d'un contrat de vente. Il peut être utilisé par son propriétaire de la façon dont il le souhaite. Si tu as un mouton, tu peux en prendre la laine. Effectivement. Alors que si tu as un enfant, tu peux pas en prendre les cheveux. Voilà, et si ton chat a une petite portée, tu es aussi propriétaire des petits jusqu'à ce que tu les donnes. Usus, fructus, abusus, mais il y a quand même une limite. C'est l'usage de la chose, comme le dit le texte, il est limité, quoi qu'il en soit, par les lois et les règlements. Donc contrairement à une chaise, une baguette de pain, donc le droit d'en user et d'en disposer vont être limités par des règles spécifiques qui prennent en compte de toute façon la caractéristique d'être sensible de l'animal. De l'animal et donc pas de la baguette de pain. Voilà, donc le droit de propriété sur l'animal, il n'est pas absolu. Et on va parler justement après des différentes dispositions, notamment dans le code pénal, qui vont protéger l'animal contre des violences, des sévices, etc., sans pour autant que ça soit un droit propre de l'animal. On verra la distinction après, notamment par rapport à ce qui se fait à l'étranger parfois. L'animal aussi, donc pour continuer sur le régime, l'animal, c'est pas tout à fait un bien comme les autres, puisqu'il est aussi soumis à des dispositions spécifiques en matière de responsabilité du fait de la chose. Alors, qu'est-ce que c'est la responsabilité du fait de la chose ? Mais oui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le régime applicable à la responsabilité d'une personne physique ou morale lorsqu'une chose dont elle a la responsabilité commet un dommage à autrui. Et donc, sans rentrer dans le détail, il y a une disposition spécifique pour les choses inanimées et une disposition spécifique aux animaux, donc, qui dit que le propriétaire d'animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé. Donc si jamais ton chat éborgne ton voisin en lui faisant un câlin, c'est de ta faute. Voilà, surtout s'il s'est échappé et si on l'a pas gardé comme il fallait. Donc voilà, alors qu'une chose qu'on abandonne, hein, si on veut faire encore un petit peu de latin, on appelle ça la res derelictae. Vraiment ? Et la res Voilà. nullius et tout ça, Voilà. tout ça. Et ben voilà, si on abandonne une chose dans la nature, cette chose, si elle est récupérée par une personne qui s'en sert et qui commet un dommage ou qui s'inflige des blessures avec, il en est responsable puisqu'il en avait la possession à ce Oui, c'est moment-là. ça. C'est-à-dire que on va dire, t'as un couteau, tu possèdes un couteau, tu décides de le balancer dans la forêt. Alors déjà, ça fait de toi une personne pas cool. Mais si jamais, du coup, quelqu'un le récupère et se blesse avec, c'est plus de ta faute. Ouais, ou une tronçonneuse, imaginons. T'abandonnes souvent tes Mais tronçonneuses. on ne sait pas. Écoute, il faut penser aussi à tous les pans de la société française. Hein. Bien sûr. Ne soyons pas uniquement parisiens. Mhm. Donc voilà, la question, enfin le sujet, c'est qu'on ne traite pas vraiment un berger allemand et une tronçonneuse de la même façon. D'abord parce qu'un berger allemand, c'est un homme. Dans certaines circonstances, ça peut être un Une homme. nationalité différente, certes, mais ça reste un homme, Loïc. 9h36. Nos amis les Allemands. Donc voilà, l'animal est soumis à un régime de biens un petit peu amélioré, mais on n'a pas vraiment une qualification et un régime de l'animal spécifique en droit français. Donc on a eu quelques évolutions législatives, comme le disait Raphaël, donc, notamment en 2015 l'article L515-14 qui vient consacrer que dans le code civil que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. Ouais, et ça arrive qu'en 2015. Et ça n'arrive qu'en 2015. Alors, vive la France. c'est vrai qu'on avait déjà quand même prévu, comme le disait Raphaël, que déjà en 76, dans une loi relative à la protection de la nature, était la première à avoir reconnu la nature de l'animal domestique comme être sensible. On avait le code rural qui prévoyait également Ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant 2015, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien, non. Avant 2015, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les animaux. Mais c'est vrai. Puis il y avait tous les textes du code pénal. Tout à fait, qu'on va aborder tout à l'heure. Mais donc voilà, mais effectivement, en 2015, il y a un peu un grand texte de loi qui est intégré dans le code civil et qui dit les choses de façon beaucoup plus claire. Mais il ne faut pas penser qu'avant, il n'y avait rien, que c'était le no man's land absolu du texte de loi qui protège les animaux. Et pour autant, voilà, 2015, cette modification législative qui a été évidemment saluée pour ce qu'elle pose comme principe, elle pose pas non plus véritablement une révolution sur le statut de l'animal. On est vraiment plus sur une mise en cohérence du statut de l'animal par rapport à ce qui était prévu dans les autres parties du droit français. Mais malheureusement, on n'est pas encore sur... Enfin, malheureusement, c'est un jugement de valeur, mais on n'est pas encore sur une vraie révolution quant au statut de l'animal. Mais par contre, ça ouvre peut-être aux juges la possibilité de prévoir des solutions un peu différentes et peut-être plus protectrices des animaux, toujours sous le contrôle de la Cour de cassation qui unifie le droit en France et les décisions des juges. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est le moment où on parlerait pas un peu de ce que font nos voisins, les autres pays du monde ? Mais si. Mais si. Mais quelle bonne idée. Oh là là. On peut rappeler un peu effectivement ce qui se passe en Europe, aux États-Unis ou même ailleurs. ailleurs. Commençons par l'Europe. Qu'est-ce qui se passe chez nos voisins ? Chez nos voisins, on a l'Allemagne. Oui, les bergers, c'est ça. L'Allemagne, toujours en avance. Qui a modifié son code civil afin de différencier les animaux des choses. Mais c'est quand même surtout aux Pays-Bas qu'on a vraiment une sensibilité particulière au niveau du droit des animaux et où le débat est le plus intense. On a vraiment un parti des animaux qui s'est lancé en 2003 et qui a des adhérents à l'appel, qui a des représentants au Parlement, aux conseils municipaux. Ah ouais, tiens. Et oui. Donc voilà, comme on a par exemple le parti pirate en Suède, on a le parti des animaux aux Pays-Bas, on voit bien les intérêts sociaux des fois de certains pays. Et donc voilà, c'est un parti qui est plutôt rangé à gauche des échiquiers politiques. Je vois que tu as écrit là, comment est-ce qu'il s'appelle en hollandais. Mais je vais pas te le lire parce que je serais incapable de le faire correctement. Okay. À moins que tu lises le hollandais. Mais... Assez peu malheureusement. Bon, voilà, mais si vous êtes hollandais... pour les animaux, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Si vous êtes hollandais, venez nous le dire. Ok, et également la Suisse. On a en Suisse, donc les Suisses...
ils ont une disposition, enfin une façon particulière de traiter les animaux, notamment donc sous l'angle de la propriété, et notamment lorsque les conditions de vie de l'animal sont en danger. Et voilà, le juge peut prendre en compte le bonheur de l'animal et décider d'en confier la garde à l'un ou l'autre des propriétaires. D'accord. Donc c'est un peu l'équivalent de l'intérêt supérieur de l'enfant en France. Ouais. Et notamment, du coup, en cas de divorce, le juge peut décider de confier l'animal à celui qui serait le plus à même d'en assurer le bien-être. Si vous vous intéressez aux questions de l'intérêt supérieur de l'enfant, nous en avions déjà parlé dans notre épisode sur « Est-ce que j'ai le droit d'appeler mon fils Gandalf ?» Je vous y renvoie. Et oui, très fort sur les Est-ce qu'on titres. pourrait l'appeler Rex? Est-ce que je peux appeler Alors mon que tu fils peux appeler ton T-Rex chien Clara, Mathieu. Loïc, Raphaël, comme tu veux, C'est ça. pas de problème. Maintenant que nous avons abordé l'Europe, comment est-ce que nos amis les Américains se soucient de leurs compagnons animaux ? Les Américains, ils sont assez souvent à la pointe de certains débats juridiques, et notamment dans les sciences sociales, ils ont quand même beaucoup contribué à l'avancée, notamment du droit. Et pour le droit des animaux, ils ont été les premiers à intégrer un cours de droit des animaux, un cours de droit, dans le New Jersey à partir de 1977, et après ça s'est étendu dans d'autres pays, et notamment en Europe, en Espagne aussi, des cours de droit des animaux, C'est etc. hyper intéressant, ça veut dire que ça devient une discipline universitaire. Ça devient une vraie discipline juridique. Tu vois, c'est pas encore. Et comme on a un code de l'animal maintenant en France. Tout à fait, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Et donc aux États-Unis, on a quand même un fort lobbying des associations de protection des animaux, et notamment la Non-Human Rights Project, qui intente des actions en justice pour faire reconnaître des droits inhérents aux animaux. Et notamment en 2016, cette association militait pour l'application d'une décision qui avait déjà reconnu la personnalité juridique de chimpanzés, cette fois à des éléphants. Donc voilà, on a des décisions aux États-Unis qui reconnaissent la personnalité juridique le statut de personne, pour accorder aux animaux le droit de vivre en liberté. Et donc voilà, ça a été le cas pour des chimpanzés, et on militait en 2016 pour que ce soit le cas pour des éléphants. Comme en Suisse, on a aussi dans certains États les animaux qui sont traités comme des enfants dans le cadre de divorce. Donc on va prendre l'intérêt supérieur de l'animal pour le confier à celui qui sera le plus à même d'en assurer la garde. Et on a certains cas de maltraitance aussi qui sont maintenant gérés par le FBI comme des crimes, et non plus seulement comme des délits. Hyper intéressant. Voilà. On va revenir au crime et au délit juste après, mais avant, faisons un petit détour par l'Argentine et l'Inde. Fabuleux. C'est toi ? Ouais, c'est tu toi nous qui attendais parles de pas, l'Argentine. On s'est appelé ce écoute. matin pour te surprendre. C'est une super surprise. Bon. Et donc, comment ça marche l'Argentine pour le droit des animaux ? Comment ça marche ? En Argentine, il y a eu 2 décisions qui ont été particulièrement marquantes. On en a une surtout qui date de décembre 2014 et qui est venue dire qu'un orang-outan qui s'appelait Sandra avait ça, c'est de l'info. droit... Non, mais c'est bien, oui. Non, mais on en arrive, on revient au podcast. Puis-je appeler mon enfant Gandalf ? Là, on commence à personnifier. Puis-je appeler mon orang-outan les animaux. Sandra. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit pour cette Sandra ? Et qu'est-ce qu'on lui a dit ? On a dit qu'elle avait un droit de vivre en liberté en tant que personne non humaine. Cette petite Sandra. Mais c'est plutôt chouette, ça. Et c'est plutôt chouette. Et alors... en fait, il a été constaté, en tout cas, que Sandra avait des liens affectifs, qu'elle réfléchissait, qu'elle pensait, qu'elle était frustrée, qu'elle ressentait, qu'elle avait une perception du temps, qu'elle apprenait, qu'elle communiquait, et que, donc, étant donné qu'elle avait été enfermée pendant toute sa vie, là, elle avait le droit de vivre en liberté en tant que personne non humaine. On se rapproche, on sort doucement du régime de l'objet pour en arriver vers le régime de personne. D'accord. Et on a eu une autre décision qui a reconnu le statut de personne légale, toujours en Argentine, un chimpanzé, en 2016 ce coup-ci. Et ce chimpanzé, pas évident à dire, ce chimpanzé avait en conséquence des droits qui étaient inhérents, qui étaient propres à cette qualification de personne. Ok, et enfin l'Inde. Ça c'est pour l'Argentine. Et pour l'Inde, la Cour suprême d'un État indien
a reconnu en juillet 2018. Je vois que le nom de l'État est écrit, mais que là, vraiment, tu t'es dégonflé, quoi. Ah non, c'est parce que c'est l'État d'Uttarakhand. Mais Allez Trop facile. que du bluff. Je suis pas très sûr de mon coup. Zugaramurdi. Si quelqu'un a cette ref, vraiment, je lui ferai un bisou. Donc, le pays des vaches sacrées et la Cour suprême de l'État que tu viens de nommer. Eh ben, cette cour suprême-là a considéré que chaque espèce animale avait un droit inhérent à la vie qui était similaire à l'être humain. Voilà. Mais c'est très bien. Bon, donc, mal, on a abordé plein de trucs là, mais on n'a pas encore vraiment traité notre sujet qui est est-ce qu'on a le droit d'ingurgiter des félidés? Pas mal. Comme Nos amis les félidés. nos amis les félidés. Oui, parce que pendant qu'on préparait ce podcast, Loïc a quand même dit « Vous êtes sûr du titre ?» Enfin, quand même, manger des chats de type ingurgiter des félidés. Ah, moi, j'ai essayé de classer, Hommage à toi. de rendre tout ça un peu plus classe. Tu Un vois, peu mais plus bon. classe. Donc voilà, donc maintenant qu'on a un peu abordé tout ce qui cadre le régime des animaux en France et un peu dans le monde, il est temps d'aborder ce que prévoit le droit pénal en France pour les animaux et notamment pour les gens qui auraient extrêmement envie de se faire un petit ragoût avec leur matou. Donc comment ça marche le droit pénal déjà de façon un peu générale, Raphaël? Eh ben oui, parce qu'en fait, un chat, ça a beau être un objet, il y a quand même certains actes qu'on va commettre qui vont être appréhendés par le droit pénal et qui vont être des infractions. C'est-à-dire une infraction. En droit pénal, on a 3 catégories d'infractions. On a des crimes, qui sont les infractions les plus graves. Les viols, les assassinats sont des crimes. On a les délits, qui sont les infractions qui vont être moins graves que des crimes, mais qui vont avoir un certain degré de gravité, qui vont être punis au maximum par 10 ans d'emprisonnement. Ça va être le cas des vols, ça va être le cas de certaines agressions physiques quand elles ont entraîné des interruptions temporaires de travail d'une certaine longueur. Et on va avoir des contraventions. Et dans les contraventions, vous avez aussi bien les tickets qu'on se prend quand on est mal garé que certains autres actes qui vont être saisis par le droit pénal et qui vont, eux, faire l'objet non pas d'une peine d'emprisonnement, mais d'une amende qui va pouvoir aller jusqu'à 3 000 €. D'accord. Et donc, ce qu'on a compris, là, c'est que pour les animaux, il y avait des délits et des contraventions. Il y a des délits et des contraventions. Par quoi on exactement. commence? Ben, on va commencer par le plus gros, non? Par les délits. Ok, commençons par les délits. Oui, donc parce que dans l'ordre de gravité, le plus grave, c'est les crimes, ensuite un peu moins grave les délits, et encore un peu moins grave les contraventions. Donc les textes pour les actes les plus graves qui concernent les animaux sont des textes qui concernent les délits. Donc voilà, déjà on peut noter qu'il n'y a pas de crime envers les animaux aujourd'hui. Alors contrairement aux États-Unis où le FBI va traiter ça parfois comme des crimes. Donc le truc, les choses les plus graves qui peuvent être faites à l'encontre d'un animal, le droit français les considérera toujours comme au maximum un délit. Des délits. Voilà. Donc le premier, le principal, c'est celui de sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Donc c'est l'article 521.1 du Code pénal qui incrimine le fait d'exercer des sévices graves de nature grave ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal. Donc ce sont des faits qui sont particulièrement graves et surtout qui sont commis sans nécessité. Donc cette infraction est une infraction de type intentionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intention, la volonté de commettre cet acte-là pour qu'il puisse être qualifié juridiquement et pour que le juge puisse prononcer une sanction. Donc le texte précise que ces comportements sont répréhensibles, qu'ils aient été commis publiquement ou non, et que l'animal soit un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Ok. Voilà. En revanche, on exclut du champ d'application notamment les courses de taureaux ou les combats de coqs, lorsqu'on a une tradition locale ininterrompue qui peut être démontrée. Et notamment le Conseil constitutionnel qui a été saisi d'une question portant sur la constitutionnalité donc on va dire la validité de cette disposition à la Constitution qui exclut les courses de taureaux notamment, a estimé qu'aucun droit aux libertés garanti par la Constitution n'était méconnu, puisque la Constitution ne garantit pas aujourd'hui des droits inhérents aux animaux. D'accord, donc en fait, actuellement en France, la corrida est encore autorisée, mais uniquement dans les endroits
dans les villes où c'est une tradition ininterrompue. Voilà, c'est ça actuellement qui fait que on a le droit de faire une corrida à, je vais peut-être dire complètement n'importe quoi, à Dax et pas à Paris, et pas dans le 14e arrondissement. Voilà. Ok, et comment est-ce qu'on punit tout ça ? Alors tout simplement avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. C'est des seuils maximum. Voilà. On a aussi des peines complémentaires, donc notamment l'interdiction de détenir un animal ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que cette activité aura facilité la commission de l'infraction. Et évidemment, le tribunal statuera aussi sur le sort de l'animal qui pourrait être confisqué pour son plus grand bien, on l'espère, et remis à une association de protection des animaux. Très bien. Ensuite, il est intéressant de noter que l'animal, n'étant pas une personnalité juridique, c'est pas lui qui peut aller porter plainte directement. Évidemment, tu veux dire se lever sur ses petites pattes, aller au commissariat. Je veux dire, notre bon petit berger allemand ne pourra pas aller se présenter au commissariat. Donc, on a la possibilité, en tout cas les associations de protection de défense des animaux, ont la possibilité de porter plainte dans l'intérêt des animaux pour des sévices graves ou des actes de cruauté envers les animaux dont ils auraient connaissance et pour en fait initier l'action pénale envers les responsables. Et notamment, on a vu que ça avait pu être le cas avec des vidéos qui circulaient sur Internet où on voyait des gens qui maltraitaient des animaux, qui balançaient des chats contre les murs, etc. et qui ont pu être poursuivis comme ça parce que on avait soit le ministère public qui se saisissait, soit des associations qui allaient intenter des actions. Le ministère public qui se saisissait. Moi, je glisse ça comme ça. Est-ce que tu veux dire chat perché ? Chat perché. Allez, continue. Donc on a aussi, on a les sévices les plus graves, on a aussi quand même l'abandon d'animal. Faut pas oublier que ça représente plusieurs millions de nos petits amis qui sont abandonnés tous les ans à l'approche des vacances notamment. Donc ce que tu veux dire, c'est que abandonner son chien sur une aire d'autoroute, c'est tout à fait illégal. C'est un délit. C'est un délit. Ah ouais, hyper intéressant. Et donc, qu'est-ce qui se passe si jamais tu te fais traîner en justice pour ça ? Alors, déjà, l'infraction elle est constituée par le seul fait de laisser des animaux, même dans un pré, sans nourriture ni abreuvement, même en l'absence de sévices ou d'actes de cruauté, accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort. Donc, même si on ne veut pas de mal à son animal, mais qu'on décide quand même de l'abandonner et de le priver de soins en réalité, on est passible des sanctions. Donc, idem, les associations de protection des animaux sont recevables à intenter une action. L'abandon d'animal est puni des mêmes peines que celui de sévices graves ou violences envers les animaux. Et enfin, le plus mignon, les expériences sur les animaux. Eh oui, puisqu'on a l'article 521-2 qui incrimine et punit également des mêmes peines le fait de pratiquer des expériences ou de la recherche scientifique ou expérimentale sur des animaux si on ne se conforme pas aux prescriptions fixées par certains articles du code rural et de la pêche maritime. Donc on a quand même toujours le droit malheureusement de faire des expériences sur les animaux, mais c'est strictement encadré. Oui. Bon, toujours le droit, malheureusement ça dépend, ça permet, il y a tout un débat autour de la recherche scientifique. Mais moi je suis plutôt pour qu'on n'en ait plus. Ouais, le seul truc auquel je me suis un peu intéressée, alors excusez-moi, c'est clairement pas assez, mais c'est les tests de cosmétiques où tu mets du rouge à lèvres à des lapins et du mascara par exemple. À des lapins aussi, et vraiment quand tu vois les photos, c'est un cauchemar, quoi. Voilà. Ok, donc après les délits commis sur les animaux, un peu moins graves mais toujours inacceptables, les contraventions, Raphaël. Et là, on en a 3 différentes qui vont être d'abord les atteintes à la vie de l'animal, qu'elles soient volontaires ou involontaires, et les mauvais traitements. Donc pour les atteintes pour les mauvais traitements d'abord, parce qu'en fait ça vient compléter ce que disait Loïc sur les questions des sévices graves et des actes de cruauté contre les animaux. Là, sur les mauvais traitements, on est dans un cadre où c'est d'une gravité moindre, c'est-à-dire que on va pas être sur des actes sexuels, des sévices, de la torture d'animaux. On va être, par exemple, dans le cas où quelqu'un va donner un coup à un animal. Là, c'est appréhendé par un article
du code pénal, du code pénal, qui prévoit qu'il y aura une peine qui pourrait être encourue et qui s'élèvera à 750 € d'amende. Maintenant, pour les atteintes volontaires et involontaires à la vie de l'animal. Pour les atteintes involontaires, c'est le cas où en fait on cause involontairement la mort ou la blessure d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Et là, on encourt une peine de 450 € d'amende. Pour les atteintes volontaires à la vie, donc là on donne volontairement la mort à un animal, là on va être sur une amende qui va être de 5e classe, donc c'est-à-dire les plus élevées, et sauf en cas de nécessité. Ce qui permet de faire en sorte que le vétérinaire puisse euthanasier un animal qui est en train de souffrir ou qui est en fin de vie. C'est intéressant de noter que les atteintes volontaires à la vie de l'animal, donc donner la mort à l'animal, c'est puni moins fortement que de lui infliger des sévices. Ok, messieurs, maintenant qu'on a abordé toutes ces questions et tous ces points de droit, peut-être qu'il est temps de tenter de répondre à la question, ou alors d'avouer notre incompétence. Est-ce que j'ai le droit de manger mon chat ? Alors moi, je m'avoue bien incompétent. Et toi, Raph ? En tout cas, t'as pas le droit de le tuer, ton chat. Ouais, voilà. Donc ça, à partir sûr. de là... C'est sûr que t'as pas le droit de porter atteinte à la vie de ton chat et t'as pas le droit de lui infliger des mauvais traitements. Voilà. Après, peut-être qu'on arrive plus sur des normes sanitaires, etc., ou d'interdiction de commerce de certaines viandes, certains biens et produits. Exactement. Mais si la SPA ou L214 ont des solutions claires et nettes à nous apporter, qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part, et puis on relayera ça. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les animaux n'ont peut-être pas les mêmes droits que des êtres humains dans la loi française, mais qu'ils ne sont pas complètement dénués de protection et de considération. La France est certes un peu en retard, même pas mal en retard par rapport à d'autres pays du monde qui ont déjà des avancées et des partis pris plus audacieux et en tout cas plus protecteurs de nos amis les bêtes. Pour l'instant, donc, la France ne protège que partiellement les animaux sans pour autant les abandonner, mais pas en tant que sujet de droit. Pas en tout tant cas. que sujet. Ce sont des de objets droit. de droit particulièrement protégés, mais pas encore des sujets de droit avec des droits inhérents. Tout à fait. Si vous avez des compléments, des remarques et des choses à nous dire à ce sujet-là, on est très friands et on attend vos retours. Mais dans tous les cas, soyez doux avec nous comme vous le seriez avec votre matou. C'était Besoin de rien, envie de droit. On se retrouve dans 15 jours.